Mesdames, moi j'ai toujours... Hein? Tout va bien? Et vous? Je suis toujours énervé personnellement quand je passe de Bereshit à Shemot, Shemot à Vaïkra. À chaque fois, c'est des autres sujets que j'ai du mal à me mettre dedans. Et donc les 2 premiers jours, je suis un peu énervé comme ça. Et donc vous avez de la chance, on est au 3e jour. Donc alors et Pas peur quand même. et donc là maintenant, et en vérité, ce qui est énervant aussi, c'est que on termine la semaine dernière. Parashat Vayechi, les Bnei Israël, ils sont au zénith. Ils sont au firmament du bonheur, de choses, etc. comme on va étudier maintenant. Ok? Et tout d'un coup, paf! Petit à petit, la lumière s'assombrit, la lumière s'assombrit, 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 s'assombrit. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Après, dans Parashat Vaera, on va commencer à voir les miracles et tout, etc. Mais là, on va recourir dans la Parasha à peu près 86 années de dur labeur. Ok? Alors, 86 années, alors, pour vous rappeler quelques chiffres. Alors, Avraham Avinu, lorsqu'il a fait la première alliance avec Akadosh Baruch Hu, Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, et Hachem lui a dit ta descendance sera étrangère pendant 400 ans. Au final, merci Hachem, ça n'a jamais été le cas des 400 ans. Parce qu'en fin de compte, les 400 ans, c'est de Yitzhak, la naissance d'Yitzhak, jusqu'à la sortie d'Égypte. Je vous redis un bonjour parce que tout à l'heure j'étais surpris, donc je vous redis un bonjour. Parce que vous m'avez comme ça. Vous m'avez comme ça, je ne vais pas être. Donc, de la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, au total, il y a 400 ans. Mais les Bnei Israël en Égypte, ils étaient 210 ans. Ok, 210 ans. Sur les 210 ans, 86 années de travaux forcés. Alors, vous allez me dire, 86 années, c'est pas beaucoup. C'est pas non plus la fin du monde. Non. Le communisme, c'était combien d'années déjà? Plus que 86, hein. Ah ouais, ça a commencé. Bah ouais. Si je ne me trompe pas, le communisme, vraiment, c'était 70 ans. Si je ne me trompe pas. Vérifie quand même. Et Staline lui-même, c'était même pas 70 ans, c'était combien Staline? C'était beaucoup moins. C'est il y a 1902, c'est quelques Staline. Ça y est, il est décédé en 80? 80. Voilà. Donc cela veut dire que pour moins que 70 ans, ça a détruit des milliers, voire des millions de gens, sans parler de tout l'assassinat qu'il a fait. Staline, à lui tout seul, il a tué plus de 20 millions de personnes, 30 millions de personnes. Ok? Plus de 20 millions, 30 millions de personnes. Ok? Sans parler de toutes les personnes qui ont été traumatisées, etc. Donc en vérité, quand on dit 86 années, c'est pas, on va dire que c'est beaucoup, on ne sait pas. En vérité, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans 86 ans, vous avez le premier papa qui se fait attraper dans l'esclavage. Ah, il a 30 ans. Donc 30 ans, 40 ans, on va dire. Ok. Lui, maintenant, il va durer 86 ans, donc il va mourir en esclavage. Son enfant, il va connaître l'esclavage. Son petit-fils, il va être né dans l'esclavage. Ok? Et ainsi de suite pendant au moins 4-5 générations, 86 ans. 86 ans, c'est 4-5 générations. Puisqu'en fin de compte, ceux qui ont commencé au milieu de l'esclavage, ceux qui ont continué dans l'esclavage, ceux qui sont nés sous l'esclavage, c'est-à-dire ça forme totalement un pays, totalement l'idéologie et le truc d'un pays. Ok? Donc en vérité, l'esclavage, malgré ses 90 ans, c'est 210 ans en Égypte et 86 années où on est devenu des esclaves. Alors, d'un côté, il y a marqué, et d'un autre côté, il y a marqué que Dieu, il a donné la Torah que à ceux qui sont passés dans l'esclavage. Ok? Ceux qui n'ont pas vécu l'esclavage n'ont pas reçu la Torah. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que Yitro n'était pas là au moment du don de la Torah. Pourquoi? Parce que d'un côté, pour recevoir la Torah, il fallait passer par ce moment-là de très grandes difficultés, où on a serré, on a esquinté, on a vraiment, comme la pâte, quand vous faites la pâte pour les chalotes, vous devez travailler, jusqu'à que les Bnei Israël, ils sont prêts à recevoir la Torah. Ok? Mais en tout cas, là, ce qu'on va commencer comme paracha, c'est parachat Shemot, où on va vraiment...
Vous savez, des fois, dans les films, on fait comme ça l'assombrissement du moment très difficile ou n'importe quoi, etc., etc. Là, c'est totalement le début de la parashat Shemot, c'est l'assombrissement, voilà, la galoute, elle commence, etc. Ok. Alors maintenant, on va étudier un petit point qu'on n'a pas l'habitude de parler de cette manière-là ici dans le Shiur, parce qu'on étudie essentiellement de Chassidut, mais on va, de temps en temps, ça fait bien pour se rappeler. Ok. Alors, on va étudier ensemble les quelques premières lignes de la paracha et on va essayer de voir si on peut en tirer un enseignement pour aujourd'hui et l'enseignement pour nous. Ok. Alors, le début de la paracha, voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte et chaque personne, chaque enfant de Jacob, il est venu avec sa famille, etc., etc. Alors maintenant. Alors, donc on va faire un peu de lecture et après on va arriver au point essentiel. Alors, ils sont arrivés à combien en Égypte? Très bien. Et on est ressorti à combien? Alors, bravo, mais pas on est ressorti. À combien on était au moment de la sortie? Donc on l'a déjà dit souvent au Betrabat dans la Shurim. On est à combien? Alors, 600 000, c'est 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Donc en face de chaque homme, il doit y avoir au moins une femme. On va dire minimum un enfant, un garçon, une fille. Puisqu'à la base, il y avait 6 enfants par accouplement, par accouchement. Et 6 enfants. Donc on va dire un homme, une femme. Donc un homme de 20 à 60 ans, 600 000. En face, il faut au moins 600 000 femmes, ok, minimum. En dessous, au moins un garçon, au moins une fille, au moins un papa, au moins une maman. Donc minimum de minimum, 600 000 hommes, c'est 600 000 fois 6. 6 fois 6, 36. 3,6 millions a priori minimum. Et eux, c'était combien? C'était 20% de ceux qui étaient en Égypte. Donc on fait 4 millions, on va dire 4 millions fois 5, 20 millions. La vérité, les chiffres, ils sont très impressionnants pour une époque où il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre. Mais en tout cas, si on doit se restreindre à ce qui est marqué dans le Passouk, 600 000 personnes de 20 à 60 ans, c'est facile, ok? Alors, si vous faites la démographie de 70 personnes qui arrivent à 20 millions 210 ans plus tard, je ne sais pas si ce chiffre-là, il existe dans les... de 70 à... Donc cela veut dire que les Bnei Israël, ils ont... Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont une période extrêmement fructuante, etc. Ok? Donc ça, c'est un premier point. Donc on dit les 12 enfants de Jacob. Et ils étaient 70. Alors, Yosef est décédé, lui et toute la génération de Yosef. Après, on nous souligne Yosef et toute sa génération, parce qu'en vérité, je viens de lire un midrash. Je viens lire un midrash que Hava nitchak malo, venez, on soit plus intelligent que Hava, Hei, Vet, He, c'est la gematria, la valeur numérique de 12, les 12 fatim. C'est-à-dire qu'en vérité, même quand quelqu'un veut être méchant, il a du mal à être méchant envers et en face de la personne qui lui a été gentille. Donc tant que Yosef, il y a un midrash qui nous dit comme ça, que lorsque les Égyptiens, les ministres des Égyptiens, ils ont voulu commencer à se mesurer et à embêter les Bnei Israël, le paro, il a dit, mais comment vous voulez qu'on se mesure aux Bnei Israël? On doit tout à Yosef. Comme ça, le midrash dit. On doit tout à Yosef. Et ils ont dit, quoi? Tu veux pas qu'on se mesure à eux? Très bien. Ils l'ont mis en prison, paro, pendant 3 mois. À la fin, paro, il a dit, bon, ok, on va y aller. Ok? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'osaient pas faire quoi que ce soit en Israël, parce que réellement, ils devaient tout à Yosef. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et Yosef et toutes ses générations, ils sont décédés. Alors maintenant, c'est le passouk 7, et on va le regarder quelques instants, et après on va revenir dessus. Au Bnei Israël. Et les Bnei Israël, parou, vaishretsu, vayirbu, vayaatzmu, bim'od, me'od, vatimale haaretz, otam.
Ok, traduction. Et à ce moment-là, Israël, comme on est passé de 70 à 200 à 20 millions, parce qu'en vérité, Parou, Parou, c'est un du langage péri, un fruit. Donc ils sont fructifiés. Vaishretsu, ça vient du langage fourmillé. Ok, un chéret, c'est multiplié. Vaïrbu, ils sont devenus plus nombreux. Vayatzmu, ils sont devenus plus puissants. Bimod, meod, beaucoup. Vatimale aretzotam, la terre elle est devenue. Et donc nous on connaît dans toutes les générations, dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, quand il y a une minorité qui devient puissante, les États ont peur de perdre leur pouvoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ils arrivent et ils font des nouvelles lois, des lois discriminantes, des lois comme ci, etc. Et c'est comme ça qu'ils font du mal. Ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? La suite, va y a comme alors on fait comme ça pour se mettre un peu dans l'ambiance. Va y a comme la Khadash Mitzrayim Yosef. Donc un nouveau roi est arrivé. Donc c'est pas un nouveau roi, c'est un roi qui a renouvelé toutes les lois ethniques, on va dire. Le peuple juif, le peuple d'Israël est devenu très puissant, plus que puissant que nous. Venez, on va trouver une intelligence, comment les bloquer, parce que si on ne les bloque pas maintenant, lorsque maintenant il va y avoir une guerre, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'ils s'associent aux gens qui veulent nous attaquer, et c'est terminé. On perd tout d'un coup 20 millions de personnes, on vient, etc. Donc en fin de compte, il vient. Au passage, si vous réfléchissez. Le Moël demande une bouteille de vin. Alors demande à la cuisine. Ouais, directement. Demande à la cuisine au secrétaire. Ils font pas. Demande à la cuisine au secrétaire. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, il dit de peur qu'il y ait une guerre qui arrive, et en fin de compte, ils vont s'associer à ceux qui nous font la guerre. Bon, en fin de compte, c'est toujours la même chose. La peur, on fait peur. Peut-être il va y avoir quelque chose, peut-être il va pas avoir quelque chose, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Égyptiens, ils ont mis des grandes taxes, des grands travaux, les mana'anot besivlotam. Et donc, c'est ce qu'on appelle les travaux forcés, qu'on parle pendant la Haggadah, besivlotam. Et on leur donnait toutes sortes de travaux. Donc, tout ça, il faut bien écouter tous ces parachutes-là, parce qu'on va en avoir besoin pour la Haggadah à Pessah. Et donc, toutes sortes de travaux, befarer, qui cassaient le corps. Alors, donnez-moi un exemple d'un travail qui casse le corps. Travail physique. Mais encore. La construction. Ouais. Bon, ça, c'est la pénibilité pour avoir une retraite un peu plus tôt et tout ça. Vous avez autre chose sous la main? La cueillette dans les champs. Ça, Ah, donnez-moi un travail pénible, cassant, brisant. agriculteur. Moi, j'aurais pas dit que physique. À casser les pierres. Oui, c'est les pierres. Physique, c'est ça. Ouais, tu dis moral aussi. Ouais, bah, ça c'est encore pire, je trouve. Moral, ça fait calculer du Parce que là, vous parlez d'un travail physique, Ouais. mais cassant. Il y a plus que cassant, Moral. plus que ça. La morale aussi. Bah oui, merci. Les enfants, je rigole. Eh ben, c'est vrai en plus. Eh ben, en fin de compte, ils ont trouvé tout un tas de lois pour faire quoi? Les hommes feront des travaux minutieux, que c'est plus les femmes qui savent faire des travaux minutieux. Les femmes, on va leur demander de faire un travail ou physique ou quelque chose qui n'est pas en valeur. Chacun qui avait une nature, on lui trouvait un travail qui n'était pas correspondant à sa nature. Et le mieux là, le best of le best, c'est quoi? On leur faisait construire des villes dans la sueur, et après on leur demandait de détruire les mêmes villes qu'ils avaient construites. C'est-à-dire que la même personne qui construit à la sueur de son sang, on va lui demander maintenant, tu vas prendre pierre par pierre, tu vas la casser, tu vas la briser. C'est voilà, c'est cassant, brisant, et surtout ça enlève tout espoir. C'est-à-dire que je sais que ce que je suis en train de faire maintenant ne sert absolument à rien. Et ce que je suis en train de me casser la tête maintenant, je vais me débrouiller pour après le détruire. Et comme ça, tout plein de choses ont justement brisé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il fallait absolument pas que les bénis Israël aient le temps de se réveiller. Alors, je vous ai déjà expliqué que parmi les grandes techniques des dictateurs, c'est quoi? C'est toujours faire courir le peuple.
en les faisant courir le peuple, et ben en fin de compte, on gagne à ce que le peuple ne se rebelle pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas le temps de se réveiller. Il n'a pas le temps de se réveiller, il n'a pas le temps de faire. Les dictateurs, à l'époque, en tout cas du côté des pays orientaux, ben, les dictateurs, ils affamaient leur peuple. Ils affamaient leur peuple. Pourquoi? Ils faisaient la même chose Voilà. dans les camps. Ouais, dans les camps, c'est une chose. Mais quand des fois, vous pouvez. En fin de compte, le gars qui est au pouvoir, il va toujours trouver un moyen de faire courir. Réfléchissez, il va toujours trouver un moyen de faire courir les gens. Ok? Donc, à l'époque, en Égypte, par exemple, le président, il était multimilliardaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait très peu d'argent sur le marché. Pourquoi? Comme ça, c'est très difficile d'aller trouver sa pitance. Gagner sa vie. Et donc, en fin de compte, le gars, il travaille 9 heures, 10 heures par jour. Le soir, quand il arrive, il n'a pas le temps d'aller faire des manifestations. Ok? On continue. Les mananot vestilotam, va y venir miskan nefavoy, putain de raser, sur la fait construire des villes. Vechacher, yanu oto. Maintenant, Hachem il parle, il dit, et plus il faisait souffrir les Bnei Israël, ken yirbe vechen ifrotz. Hachem derrière, il dit quoi? Toi, tu crois que tu vas me changer, moi, mon destin que j'ai prévu pour les Israël? Plus tu les fais souffrir, alors au passage, ça fait partie des endroits où on met en avant la grandeur des dames juives, qu'en réalité les papas, les hommes, ils voulaient plus avoir d'enfants, et les mamans, elles savaient que si maintenant on ne fabrique pas des nouveaux petits juifs, eh ben, il n'y aura personne pour sortir d'Égypte. Alors au passage, je m'arrête ici, sur un petit point. J'avais lu un article, et une fois j'étais dans un parc, je suis parti dans un parc avec les enfants, et je vois une dame musulmane, couvert avec tchador, mais pas avec le truc qui couvre, bien, normal, gentil, etc. Tout bien. Et elle avait 2 enfants. Et moi, j'aime bien charrier tout le monde. Je dis, il n'y a que 2 enfants. Il faut faire plus d'enfants. Elle m'a sorti un pistolet, tout ça. Non. Alors, il fait, ah non, vous savez, c'est difficile entre le travail, entre le mari, entre choses. C'est compliqué. Très bien. Bon, normal quoi, comme toutes les mamans, que c'est difficile, etc. Très bien. Et ça m'a tout de suite fait penser à un autre article que j'avais lu. La question de la démographie en Israël, qui est liée aussi avec la démographie, il la met toujours en comparaison avec la démographie du côté des territoires, etc. Et en fin de compte, il disait que la démographie des territoires, elle stagne. La démographie chez les Bnei Israël, en Israël, chez les Juifs, eh ben, elle augmente, petit à petit, elle augmente. Et ils avaient voulu essayer d'expliquer le phénomène. Alors en vérité, un des problèmes de la démographie, c'est quoi? C'est que si la maman, elle n'a pas de travail, donc elle peut gérer les enfants. Mais si la maman, elle a du travail, va le travail, plus le soir, plus le truc, ça, c'est plus compliqué. Donc pourquoi cette dame-là, elle n'avait que 2 enfants? Parce que ça devenait compliqué. Elle vivait dans un pays occidental, avec les règles occidentales, avec les règles de travail occidentales, avec le loyer à payer, le truc à payer, le truc à aider son mari parce qu'il ne gagne pas assez. C'est terminé. Ok? Alors que normalement, c'est ça la logique. Et quand les dames, elles vont à l'université, elles ont des grands métiers où elles vont passer 10 heures par jour à travailler, va trouver le temps de t'occuper des enfants. Ok? Bon. Et en plus, des fois, elles veulent même pas arrêter la carrière pour s'arrêter, parce que si tu rates ta carrière pendant 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an, le temps que tu gères ton enfant, il y a quelqu'un qui va te prendre ta place, etc. Donc tout ça fait partie des choses qui freinent à avoir plus d'enfants. Ok? Très bien. Et pourtant, la démographie en Israël, elle augmente. Comment c'est possible? Ok? Alors une des réponses que j'ai trouvé magnifique, écoutez bien, parce que les dames juives, elles considèrent d'avoir des enfants fait partie de leur mission. Une maman normale, pour elle avoir des enfants, fait partie de ses besoins naturels d'avoir des enfants. Donc j'ai des enfants, j'en ai 2, ça me va. Tranquille, bien, on va gérer. Ça, c'est du côté de la normalité. Dieu, il a mis dans chaque homme et chaque femme avoir envie d'avoir des enfants. J'ai les enfants, c'est bon. Ok? 1, 2... Accident 3, ça va, ok? Mais les mamans juives, elles ne considèrent pas ça juste pour un besoin naturel d'avoir des enfants, mais comme une mission d'avoir des enfants. Ce qui fait que même si elles ont beaucoup de travail, elles vont se débrouiller pour avoir des enfants. Et elles vont mettre leur travail en stand-by. Ben, en fin de compte, ça, la première fois où on nous parle de ça, c'est dans le parashat Shemot. C'est pour ça qu'il y a marqué que les dames juives, elles n'ont jamais fauté depuis la sortie d'Égypte, depuis l'Égypte,
jusqu'à qu'on rentre en Eretz Israël. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il n'y a pas une seule dame juive qui est décédée dans le désert. Pas une seule dame juive. La seule dame juive qui est décédée dans le désert, c'était Myriam, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, parce qu'Hachem avait décidé qu'elle rentrait en Israël. Ok? Mais aucune dame juive. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tout le temps de Sadeket, tout le temps, et c'est grâce, il y a marqué, Bisrout Nashin Tzadkaniot, grâce au mérite des femmes, on est sorti d'Égypte. Ok? Et donc, en fin de compte, là aussi, vous le voyez, les dames, elles se cassaient la tête pour aller embêter leur mari, pour avoir des enfants, pour avoir des enfants. Ok? Et sans les enfants, ben malheureusement, malgré qu'il n'y a eu que 20% qui sont sortis, mais 20% de 20 millions, ça fait un chiffre. 20% de... Pourquoi? Parce que les autres, ils ne voulaient pas rentrer en Égypte, et ça, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, ça, on reviendra à la fin du cours. Ok? Et donc, les Égyptiens, ils ont asservi les Israël, Befarer, en les cassant. Avodat Perer, ça veut dire un travail cassant. Alors maintenant, on va terminer sur ces 2-3 psukim. Ils ont rendu amère leur vie avec du travail difficile, construction des pierres, du mortier, tous les travaux qu'il y a dans le champ, et tous les travaux qu'ils ont travaillé dans les champs. Jusqu'à tel point que Paro, il demande aux sages-femmes qui étaient Myriam et la maman Yochevet, la maman de Moshe Rabbeinu, s'il vous plaît, quand vous allez voir, on voit, et Paro il voyait que malgré tout, ça stoppait pas l'augmentation de la population juive. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander aux sages-femmes, aux hôpitaux de maintenant, vous leur mettrez des vaccins, vous leur mettrez ce que vous voulez, et il leur demandait, vous allez tuer les enfants quand ils sortent. Comme ça, la maman, elle ne sait pas que l'enfant il est né, etc., etc. Et bien évidemment, Shifra et Poua, Yocheved et Myriam n'ont pas exécuté cet ordre-là par le mérite, qu'elles n'ont pas exécuté cet ordre-là, et qu'ils ont osé défier Paro. Hachem leur a donné le mérite, et d'avoir Moshe Rabbeinu, d'avoir tous les autres descendants d'Abraham, de Moshe, Aaron et Myriam, qui vont être tous des personnages très importants. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant tu donnes pour protéger les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il reste jamais redevable. Ok? Donc on fait un petit résumé. On a les Bnei Israël, l'âge d'or des Bnei Israël, c'était jusqu'à Yosef. À partir de Yosef, les Bnei Israël, ils sont descendus, et après, à Kadosh Baruch Hu, ils ont augmenté, multiplié les décrets pour faire du mal aux Bnei Israël, et jusqu'à demander aux sages-femmes que leur travail à elles, c'est de faire naître la vie, de faire le contrat de la vie, et Baruch Hashem, ils ont fait. Ok? Et bien évidemment, si un jour vous avez le Midrash raconte, ou peut-être le Me'am Loez en français, vous lisez toutes ces parachotes-là, elles sont extraordinaires. Ok? Alors maintenant, on va essayer maintenant de travailler un peu, faire une petite réflexion. La réflexion ne va pas être sympathique, mais au moins de temps en temps, c'est bien de ne pas être sympathique. Comme ça nous fait un peu réveiller. Alors, réfléchir et réagir. Alors, vous savez, nous, on aime tous, on adore les raccourcis. Vous savez combien de gens sont morts à la recherche de l'Eldorado? C'est quoi l'Eldorado? C'est gagner au loto, trouver un gisement et à la recherche de l'Eldorado. Et comme je dis souvent, on a plus de chances de devenir riche par le travail que de devenir riche par le loto. Il y a plus statistiquement, il y a plus de chances, il y a plus de richesses qui se forment par le travail que de richesses qui se forment par le loto. On est d'accord ou pas? Donc en fin de compte, c'est quoi le loto? C'est, on vous donne un espoir, une espérance que peut-être vous allez devenir riche par le loto, mais en vérité, si on appelle les prospect du matin au soir, et bien automatiquement, on va avoir plus de chance. On est d'accord? Donc en vérité, notre tête, à nous, elle aime les raccourcis. Elle aime dire celui-là il a la bracha, celui-là il n'a pas la bracha. Celui-là ça marche, celui-là il a la mazal, celui-là il a la mazal. On adore les raccourcis parce que les raccourcis nous apaisent. Ils nous donnent la possibilité à nous de ne pas se remettre en question, de ne pas réfléchir. Yes? Yes? Très bien. Alors maintenant, est-ce que lorsque les Bnei Israël, on est passé de l'âge d'or des Bnei Israël, et lorsque maintenant, de l'âge d'or des Bnei Israël, on est arrivé à se faire totalement soumis, est-ce qu'il y avait une causalité? Est-ce qu'il y a eu un process qui nous a amené à ça?
ou est-ce qu'en vérité c'est abracadabra? Abracadabra. Enfin, alors, juste au passage, j'ai envie de vous rappeler un petit midrash que comme on est arrivé aux travaux forcés. Alors, de tout ce qu'on va dire maintenant, veuillez à ne pas faire d'amalgame avec toute situation fortuite ou je sais pas quoi. Ok. Alors, comme on est arrivé à 20 millions de personnes, les rendre esclaves du jour au lendemain. Alors, comment le Midrash il nous dit? Le Midrash il nous dit comme ça, qu'une fois Paro, il est venu, il a dit comme ça. Il a dit, Chèvre, les copains, venez, on va construire le nouvel Égypte qui durera 1000 années. Il a dû sûrement leur sortir une histoire, l'Égypte, l'Europe, le truc. Il a dû leur sortir une histoire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, venez, on va faire. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Il s'est mis, écoutez bien ce que le Midrash nous dit, par où il est arrivé, il est venu en bleu de travail, alors que c'était une divinité. Il est venu en bleu de travail, et il dit, venez, on va faire. Tout le monde voit Paro bosser, se mettre en bleu de travail, ils ont dit, bon ok, allez, venez, on va construire ensemble la nouvelle Égypte. Ok? Ils sont tous mis en bleu de travail, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 10 jours, le temps que tout le monde est épuisé, le temps que tout le monde prend le pli, et dès lors qu'ils ont pris le pli, il a amené les soldats tous derrière. Lui, il s'est levé, il fait maintenant vous allez continuer. Ils sont massacrés, fracassés, ils ont perdu leur repère, ok? Et tout d'un coup, c'est comme ça qu'on de 20 millions de personnes, on est arrivé. Ok? Donc ça, après Bézard Tachin, on va expliquer un peu comment ça se passe, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Mais ça ne change pas. Comment on passe en un seul. Parce que oui, c'est vrai que le raccourci, qu'il est venu, le Midrash nous dit, il est venu avec ses habits, ses bleus de travail, il les a fait tous travailler au final. Ok, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose derrière. Quoi? C'est-à-dire si maintenant je viens, je dis à tout le monde, allez, venez au Betrabat, on construit le nouveau Betrabat et je les fais tous travailler comme ça? Comme ça, tout d'un coup? Il doit y avoir 2 ou 3 préparations préalables pour que tout d'un coup, les gens, ils sont prêts à jouer le jeu dans ce domaine-là. À s'oublier dans ce domaine-là. Parce qu'il y a eu une préparation, il y a dû avoir une préparation quelque part. Ok? Alors maintenant, on va essayer de réfléchir un tout petit peu. Alors, il y a 2 psukim qui nous parlent de l'âge d'or de Bnei Israël et de ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, je reprends pas mes notes, mais juste pour pas dire le pasuk comme il faut. Ok? Alors, Vayeshev Israël. Alors, dans la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Yosef, il installe ses frères, et il y a l'âge d'or de l'Égypte, il y a marqué Vayeshev Israël, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, les Bnei Israël, ils se sont installés, Vayeshev, ils se sont installés en Égypte, Vayeachazuba, ils ont maîtrisé, en hébreu, la chos, les chos c'est attraper. Ils ont attrapé la terre, ils se sont vraiment installés, ok? Vayifru, vayirbu, meod. Ils se sont multipliés, ils sont fructifiés et multipliés beaucoup. Point. Le même passon qu'on le retrouve chez nous. C'est quoi? Au Bnei Israël, paru, vayishretzu, vayirbu, vayatzmu, bimod meod, vatimale haaretz otam. Au Bnei Israël, paru, ils se sont fructifiés. Vaishretsu, ils ont fourmillé. Vayirbu, ils se sont multipliés. Vayatzmu, ils sont devenus puissants. Bimod, meod, beaucoup. Ça fait 6. Le Midrash, il apprend de là que c'est pour ça que ça voulait dire que les femmes, elles avaient 6 enfants d'un seul coup. Ok? Donc c'est le sens. Et comme démographiquement, on fait beaucoup, mais en fin de compte, on prend de la main-d'œuvre, on prend droit à rien. Et en fin de compte, les Israël, ils sont devenus beaucoup. Ok? Très bien. Alors, il y a un midrash, il y a un rave qui a voulu enseigner de la même manière, de la manière suivante. Alors juste avant, je fais un préalable. Tout à l'heure, je vous ai dit que on est censé avoir une question. Comment Paro, il arrive à tout d'un coup à dire aux gens, venez, on va bosser, et que tout le monde l'écoute? Il y avait une motivation. Oui, il y a peut-être Comment il est arrivé? une contrepartie. Normalement, Ouais. si je ne me trompe pas, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. Montrer l'exemple, à mon avis. Montrer l'exemple. Un intérêt, quand même. Montrer l'exemple, intérêt, très bien. Ouais. Vous dites tout bien,
Mais vous allez voir que l'essentiel, vous allez le rater. C'est pas installé en tant que Dieu vivant, un truc comme ça. Très bien, c'est pas déjà pas mal. Vous n'avez pas dit les mots que je voulais, donc je vous dirai pas vos mots. Ah ouais, c'est vrai. Il faut dire exactement ce qui. Mais c'était pas mal. Pour voir s'il est. Et vous, c'est mon Robéillon, c'est mon Alors, Il aura fait miroiter des richesses. hein, et tout ça, vous avez tous raison, hein, toutes raison. Quoi d'autre? Pour voir s'il allait avoir le pouvoir sur eux. Pas mal. Quoi d'autre? Eh oui. Eh oui. Mais vous avez dit, hein. Vous avez dit, mais vous n'avez pas dit le terme que je voulais. Non, je rigole. Alors écoutez bien. Il fallait que Paro soit une référence pour eux. C'est pour ça, quand je vous ai dit l'attitude. Un modèle, un modèle. Il avait la bonne attitude. Qui? Paro? Paro? Non, moi je n'ai pas parlé de Paro. Moi j'ai parlé des béné Israël. Parce que madame, elle a dit, c'était une divinité. Très bien. Mais pour que les béné Israël, il faut qu'ils le considèrent comme une divinité. D'accord. Parce que quelqu'un, il soit une personnalité importante, très bien. Et moi, il faut que je considère que cette personnalité, je lui donne la possibilité de rentrer dans mon esprit. Mais c'était déjà le chef du pays Oui, quand même. attendez. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Voilà, une référence. Il faut que sa parole soit une parole importante à mes yeux. Parce que si maintenant vous recevez un ordre du président du Guatemala, non, ok, mais non, vous allez l'écouter par respect pour sa fonction, mais pas plus que ça. Une des choses qui embêtent aujourd'hui les démocraties, les présidents de démocratie, c'est qu'il y a tellement de lois qu'on n'est même pas obligé de les écouter. Si monsieur le président il vient, il veut me prendre ma place de parking, je lui dis excusez-moi monsieur, vous pouvez sortir s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que la loi elle est au-dessus, donc ça les énerve. Mais en vrai, on va écouter juste par respect, ok? Maintenant, moi je vais aller plus loin que ça, c'est pas écouter par respect. Il faut que la personne soit une référence pour moi. Elle utilise le 49.3. Ne me chauffez pas. J'essaye de rester. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent le 49.3. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Il faut pour que j'obéisse ou j'aille dans le sens que j'adhère, il faut que d'abord la personne soit pour moi une référence. Que lorsqu'elle va me dire venons, on va construire la nouvelle Égypte, dans cette phrase-là, il faut que moi je l'écoute, parce que si ma télé elle est fermée, je l'entends pas. Si la télé elle est fermée, je l'entends pas. Ok? 2, faut que j'obéisse au doigt à l'œil. Venons. Attends, j'ai d'autres choses à faire là. Faut que l'Égypte pour moi soit ma future prochaine grande vie, que j'ai besoin que cette Égypte soit fructueuse. Attention, nous avons tous un endroit, nous les Israël, on a une obligation de faire fructifier l'endroit et de respecter l'endroit. C'est pas ça la question. Nous, on le fait que ça quoi qu'il arrive. Mais je dis qu'il faut que cet endroit-là soit pour moi mon futur. Et que cet endroit-là qui soit pour moi mon futur, mais soit tellement important qu'on va me dire allez, on va construire la prochaine. Ah bah je cours. En oubliant mes obligations de Ben Israël. Ok? Donc déjà, juste dans cette phrase-là, venons, nous allons construire la prochaine Égypte, il faut que toutes ces références-là soient pour moi très importantes. Venons, il faut que la personne qui me le demande soit une référence pour moi et que je me sens redevable ou obligé. Que le futur de l'endroit, le préalable, il faut que je sois au courant de ce qu'il me dit. Pour que je sois au courant de ce qu'il me dit, il faut que j'allume la télé. Si j'allume pas la télé, je suis pas au courant de ce qu'il me dit. Si j'allume pas les canaux dans lesquels il transmet ses messages, parce que j'ai d'autres choses à faire. Je m'occupe de mes enfants, j'étudie la Torah, j'ai un travail, je fais des choses. Donc j'entends pas ce qu'il me dit. Ok? Faut que je comprenne sa langue aussi. Ok? C'est-à-dire qu'il faut que dans le préalable, pour pouvoir qu'il me demande de m'associer à sa construction et à son travail qu'il faut, en vérité, le vrai préalable n'est pas juste son intelligence,
Le préalable, c'est déjà qu'il m'ait fait, qu'il m'ait rendu moi-même pas soumis. C'est pas ça le terme, hein? Alors, je voudrais pas, mais en tout cas que je sois à ses yeux sa référence première. C'est pas le rave de mon Beth Amidrash qui est ma référence. C'est pas le rave de mon quartier qui est la référence. C'est pas le rave, c'est Paro qui est ma référence. C'est pas, et des fois c'est encore pire, pour le rave aussi c'est Paro la référence. Mais bon, je préserve. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, pour le rave, la référence c'est Paro, pour le Ben Israël qui habite là-bas, la référence c'est Paro. La référence, c'est pas l'heure de la tfila. La référence, c'est pas l'heure d'aller étudier. La référence, c'est pas sa famille que je dois m'occuper, que mes enfants ils soient des Ben Israël qui vont grandir. C'est pas ça ma référence. Ma référence à moi, c'est Paro. C'est Paro qui va me dicter. Ok? Et au final, réfléchissez un tout petit peu. Déjà, ça peut nous arriver à nous. Mais là, cette galoute-là, où Paro devient ma référence, c'est une galoute peut-être la pire. Tu n'arrives même plus à voir la différence entre... Tu n'arrives même plus à comprendre c'est quoi ta vraie mission sur Terre. En fin de compte, ta mission, ça va être plus que la Torah qui va te la donner. Ta mission, ça va être Paro qui va te donner sa mission. C'est Paro qui va te parler de ton avenir. C'est Paro qui va te dire de quelle manière on se lève, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, etc. C'est pas méchant. Parce qu'en vérité, il peut... attention, ne confondez pas. On a tous besoin d'avoir un travail qui est lié dans l'air du temps. Si maintenant je commence maintenant à refabriquer des chaussures, mais à part si je suis super et que je peux les vendre à 10 000 € la paire de chaussures, ok, mais aujourd'hui c'est obsolète. C'est obsolète. Tu vas pas faire une paire de chaussures pour la vendre à 50 €. 50 €, tu achètes en Chine, tu la commandes, tu en as 30 pour le même prix. On est d'accord? Donc en vérité, c'est pas que maintenant je dis qu'il faut être séparé et vivre dans une autre planète, dans la même planète. C'est pas ça que je dis. Qui va être ta référence? Ok? Très bien. On est d'accord que ça c'est déjà un préalable? Très bien. Comment Paro, on a déjà dit une partie de la réponse, comment Paro devient ma référence? Alors là aussi, je vous donne un cours dans géopolitique Sciences Po. Alors là aussi, il y a aussi un préalable. C'est quoi le préalable? C'est que la vie égyptienne m'attire. Et voilà, ouais. C'est un préalable. Que la vie égyptienne m'attire. Ça c'est un. Qu'une carrière dans une grande boîte égyptienne m'attire. Et comment j'arrive à cela? Il faut être dans les dîners people. Dans les dîners people. Il faut aller fréquenter le people. Il faut aller fréquenter les people. Dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours eu des gens dans lesquels on a envie, influents, dans lesquels ils ont toujours une cour. Et la cour, elle a toujours un exemple. Quand vous avez un jeune homme qui veut, sauf que là, à l'époque, les canaux, ça devait être des temples, ça devait être. Quand vous avez un jeune homme qui veut devenir footballeur, pourquoi il veut devenir footballeur? Ça gagne. Parce que ça ramène le fric. Mais combien il y en a qui sortent du lot? Sur tous les gens dans la planète, tout le monde joue au foot. Il y en a combien qui sortent du lot? 100? 200? Il y a encore. Ceux qui sortent du lot, ils sont 10, 15, 20. Et un petit jeune, il veut devenir footballeur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on les met en avant. On les met pas plus en avant, on leur montre quelles sont les voitures qu'ils ont, nanana, le cabot, le truc. On les répète en boucle. Vous prenez le match, il a duré 200 jours. La préparation, le truc, l'organisation, et qui va être fait, on vous montre une vidéo sur lui comme ça, et après l'entraînement, et après le truc, et quel maillot il va prendre, et pourquoi, et attention, et après on te refait le match, 6 fois, et ce qui fait que le même match, il a duré 200 jours. On est d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Pendant 200 jours, dès que tu allumes Internet, les infos, qu'est-ce qui se passe? On te martèle. À la fin, le papa, il dit, waouh, quelle classe ce footballeur, la vérité. T'imagines si maintenant, moi, je gagnais 200 millions d'euros. Comme ça, tu parles à ton fils? Tu
tu parles à ton fils. Oh là là, moi si je pouvais être footballeur. Comme ça, tu parles à ton fils. Non, mais... Donc l'enfant, il dit quoi? Mon père, il va au Beth Midrash tous les matins et tous les soirs. Mais son cœur, il est footballeur. Donc en fin de compte, moi, le fils, il veut faire plaisir à son père. Il va aller là où son père, ça l'attire, footballeur. Si, quand le rave, il rentre à la choule, il ne se lève pas. Mais quand il voit la voiture du président, il prend en photo, il prend un truc. Waouh, t'as vu le président? J'ai pas compris. Le rave, il est à côté de toi. Il a fait 30 ans d'études. Et le président, il est petit jeune. Je sais pas quoi. Donc lui, tu donnes plus de la carotte. Le fils, il a un problème. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de mini-virus qui peuvent s'installer dans la tête de tout le monde. Et c'est quoi ces mini-virus? C'est où tu mets les repères dans ta tête, tous les petits repères, les mini-virus, là, les petites anses dans lesquelles on va t'attraper. Ok? Et donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fin de compte, si tu as... J'espère qu'il n'y a pas d'Algérien dans cette pièce. Non. Excusez-moi. Bon, ne m'en voulez pas. C'était quoi le rêve des papas algériens? Fonctionnaires. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi C'est fonctionnaire? instituteur, il voulait. Instituteur, fonctionnaire. Pourquoi fonctionnaire? Mais pas que ça. Parce que on était dans un pays arabe, maghrébin, etc. Les Français, ils sont arrivés avec la classe, le truc, le chose, etc. Il en a fallu 2 ou 3 ou 4 ou 10 qui sont dans la communauté qui font ça. Le papa, il a vu, waouh, t'as vu, il a une belle voiture, il a une belle maison, il est tranquille, etc. On est attiré par cela. Donc en fin de compte, les virus, ils sont pas compliqués à mettre. Vous mettez dans une communauté, les gens, ils n'ont pas trop d'argent, un monsieur qui a d'argent. Vous allez avoir toutes les personnes qui voudraient s'attacher à lui. Donc si le monsieur il a de l'argent parce qu'il travaille dur et parce qu'il est... Donc les gens, ça va élever le niveau de la communauté parce que les gens ils vont avoir un exemple de quelqu'un de bien. Si maintenant c'est quelqu'un parce qu'il a fait des hautes études, eh ben, il va avoir un réseau autour de lui. Si maintenant c'est quelqu'un qui va être people, il va avoir son réseau autour de lui, etc. Mais quoi qu'il arrive, la personne importante va devenir pas lui parce qu'on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans la convoitise, mais on va convoiter. Pas convoiter, on va aspirer à le ressembler. Mais pour cela, il faut que l'enfant soit aussi dans le même circuit, je dirais presque propagandiste, mais c'est pas vrai, dans le même circuit de quoi? D'un enseignement dans lequel on met en valeur tout ça. On met en valeur tout ça. On met en valeur avoir un bon job pour avoir un autre truc. Et en valeur toutes ces choses-là. Et lorsque maintenant vous avez gagné, et aujourd'hui les gens aspirent à un bon travail dans la fonction publique, à être proche du pouvoir, à être ci, etc. Mais au final, la personne qui détient les fils de toutes ces influences-là, ben c'est le roi soleil, qui est Paro. Au passage, vous savez qu'on dit sur Louis XIV, c'était lui le roi soleil, oui, Louis XIV. Louis XIV, que, écoutez bien, parce que c'est quand j'ai lu ça, et je suis devenu fou, écoutez bien, parce qu'il a réussi à fabriquer une cour très importante autour de lui, il a rendu la France unifiée et très forte. Je vous explique la logique. Parce que je veux vraiment que vous compreniez que maintenant, mais évidemment, ça ne revient pas en un jour. Ok? Écoutez bien ce qu'il a fait. Vous avez entendu parler de Louis XIV sûrement. Ok? Il était le château de Versailles. Écoutez bien. Pour quand il se faisait sa toilette, il invitait des gens à le regarder. Et il y avait un secrétaire qui faisait le tour. Toi, tu viens pour la toilette. Toi, tu viens quand il va aux toilettes. Toi, tu viens quand il dort. Toi, tu viens quand il se réveille. Toi, tu viens quand il fait ça, etc. Maintenant, le pire, c'est quoi? Comme c'était le roi, donc celui qui le courtisait pas, si un jour il demande quelque chose, il disait, celui-là, je l'ai jamais vu. Fini, il est mort. Donc, tous les courtisans que eux, ils étaient des héritiers, avant, dans certaines époques, on prenait, comment ils faisaient les chefs de grands villages très puissants pour avoir l'adhésion des autres petits villages, ils kidnappaient leurs enfants et les gardaient en captivité, assez libres, mais captivité.
Comme ça, le chef du village, il ne veut pas que son enfant soit maltraité, donc il gardait, il restait soumis. Donc eux, c'était un peu différemment. Chaque époque, c'est toujours la même technique, sauf différemment. Ok, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, les héritiers des ducs, les héritiers des comtes, les héritiers des trucs, eh bien, eux, ils étaient envoyés en tant que courtisans. Et grâce à ça, écoutez bien, vous pouvez lire la vie de Louis XIV, grâce à ça, il a transformé, c'est quasiment lui, je crois, si je ne me trompe pas, qui a rendu la France une France. Grâce à le fait qu'il a fabriqué des courtisans. Dès lors qu'au cercle le plus important du pouvoir, tu fabriques des courtisans, les courtisans, ils ont aussi des courtisans. Et les courtisans, ils ont aussi des courtisans. Et aussi, jusqu'à la fin, il a eu la paix dans son pays parce qu'on venait le voir quand il se réveillait le matin. Mais pour cela, il faut qu'il transforme la vue du pays comme lui, il est le roi soleil. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le roi soleil. C'est en fin de compte, tout tournait autour de lui. Ok? Pour lui, ça devait être pénible, mais c'était sa technique à lui. Pour la même chose pour l'Égypte. Si maintenant le dieu Paro, il arrive à persuader les gens qui sont autour de lui, à la fin on érige des temples, etc., etc., etc. Il devient la référence absolue. Et dès lors qu'il devient la référence absolue, il dit, venons, nous allons construire la Nouvelle-Égypte. Qu'est-ce que j'ai envie que quand il va passer, au moment où je vais faire la pierre, il va me regarder, il va me faire un sourire. Paro va me faire un sourire. Mais il faut que Paro soit important pour toi. Mais si Paro, il n'est pas important pour toi, tu n'en as rien à fiche de son sourire. Mais moi, je préfère le sourire de ma femme, je préfère le sourire de mes enfants. Quand je sors à la maison, qu'est-ce que je m'affiche, moi, de son sourire? Mais il faut qu'il soit une référence pour toi. Comment je fabrique qu'il soit une référence pour toi? Ben, il faut que tu cherches à adhérer à la fonction publique. Il faut que tu cherches à adhérer les marchés publics. Il faut que tu cherches à adhérer à toute cette ambiance-là qu'il y a autour de tout cela. Et donc que ta vie, elle va dépendre de cette adhésion. Ton atzlacha va dépendre de cette adhésion. Et toute ta vie, tu as tout construit. Donc plus tu vas construire dans ce sens-là, plus tu vas te sécuriser, cette chose-là. Mais pour cela, il faut que toi, tu acceptes aussi à jouer le jeu. Et les écoles, dans les bonnes écoles, on va te donner des bons ingénieurs qui vont avoir un bon travail, qui vont être au top du top, la fonction publique, et qui vont avoir un salaire à vie. Nanana. Il faut que tout tourne autour de toi. Et lorsque maintenant tout tourne autour de toi, etc. Au passage, vous savez qu'aujourd'hui, il rajoute tout le temps l'histoire de l'immigration. Tout ça. Pour moi, c'est totalement des faux problèmes. C'est juste de la poudre aux yeux, mais c'est pas grave. Parmi les problèmes de ceux qui sont anti-émigrés, pro-émigration, c'est quoi? Ils disent une chose toute simple. C'est pas seulement deux cultures différentes, c'est qu'il y a deux références différentes. Bémet. Ils disent comme ça. Pour le bon français qui paye des impôts, que si maintenant il ne paye pas une amende, on lui prend dans son... Et si maintenant la police, elle arrive, il a peur de la police. Pourquoi? On va lui retirer son travail, on va lui retirer voilà. Il va avoir une vie de galère. Et l'autre à côté qui a ni argent de compte en banque, ni de carte d'identité, etc. Lui, sa référence, c'est la police. Lui, sa référence, c'est personne. C'est ses copains, c'est son réseau. C'est lui, sa référence. Donc, il va être prêt à tout protéger sans avoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et donc, ces personnes-là qui proviennent d'autres pays, eh ben, comme on n'a pas, en tout cas, ou une police équilibrée, une police forte, une police juste, peu importe, ben, en fin de compte, tu ne peux pas combattre ces gens-là avec les mêmes armes que tu combats, mais que tu maîtrises ta population. Ce qui fait qu'en fin de compte, si on les reçoit en grand nombre, ben, ça déséquilibre totalement le paysage. Pourquoi? C'est une question de référence. Une question de référence. Donc, si maintenant j'ai réussi à créer un pays où tout tourne autour du roi soleil, à l'époque c'était Paro, et donc en fin de compte tout tourne, et bien quand Paro me demande, venez, on va construire la Nouvelle-Égypte, mais je cours. À l'époque de nos chers frères d'Algérie,
ok? Et que si maintenant on leur disait que Charles de Gaulle, il allait venir, mais ils allaient se mettre en costume. Ils allaient prendre l'habit de Shabbat, ils allaient le mettre pour aller voir Charles de Gaulle. Ils allaient se préparer, les mamans, elles vont se faire belles pour se faire voir par le président. Mais comment tu te fais belle pour aller... Qu'un président, il te regarde, mais quel rapport toi? Fais-toi belle pour tes enfants, fais-toi belle pour ton mari. Qu'est-ce que tu fais? C'est une question de référence. Et une fois que la référence te dit de faire quelque chose, s'il a réussi à s'installer profondément, à poser des repères très importants à l'intérieur de ta tête, des virus très importants, il n'a plus qu'à actionner les virus, les mots-clés, Égypte, ensemble, construisons. Une dictature masquée. C'est une sorte Alors, de dictature. au passage, je dirais, je peux pas en vouloir. Alors, je peux pas leur en vouloir, parce que d'abord. Non, on n'est pas dans le jugement. Non, ce que je dis, c'est d'abord parce que tout le monde fait ça. Sauf la question, elle est bienveillante ou malveillante. C'est-à-dire, une maman, elle est la plus grande dictatrice sur Terre. Une maman, c'est une dictatrice. Exactement. Donc, en fin de compte, tout le monde influence tout le monde. Mais là, ici. Mais maman, moi, je ne parle même pas de ce que Paro, il fait. Paro, c'est son job de faire ça. Paro, c'est son job de maîtriser son pays. Et quand je dis son job, encore mieux si c'est bienveillant. Ok? C'est la différence entre un dictateur et un roi. Un roi, c'est bienveillant, un dictateur, c'est malveillant, peut-être on va dire. Donc c'est son job. Et en général, ceux qui ont du pouvoir, c'est toujours, au final, le pouvoir il rend malveillant. Mais peu importe. Et moi, la question, elle n'est même pas sur Paro. La question, elle est l'analyse de nous-mêmes. L'analyse de nous-mêmes. Que parce qu'on a laissé les virus rentrer dans nos têtes, on a déclenché les mots-clés. Égypte, ensemble, tous. Le communisme, qu'est-ce qu'il a fait, Staline? Le nouvel homme, le nouveau russe, le russe nouveau, je sais pas quoi. Des mots-clés que depuis que tu es tout petit, je te mets dans la tête, au moment où je déclenche les mots-clés, paf, tu cours. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand une maman, elle va répéter à son enfant, quand il est petit, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et apprenez avec des points d'ancrage, c'est quoi? T'es le meilleur. Ok? Et bien, quand il va grandir, il va avoir une difficulté. Il suffit que de l'autre côté, en visio, il fait. Mais pourtant, il lui a pas, parce qu'il lui a répété. Donc, il y a des points d'ancrage. Une maman et un papa sont bienveillants. Donc, ils vont rentrer les points d'ancrage qui vont élever l'enfant. Mais les points d'ancrage, ça existe. La question, elle est nous. Et quels sont les points d'ancrage qu'on nous a mis dans la tête et qu'on accepte d'avoir dans la tête? Il s'appelait le petit père du peuple. C'est ça. Ok? Et quels sont les points d'ancrage qu'on accepte, qu'on nous mette dans nos têtes? Et lorsque maintenant, et donc c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer que ce qui s'est passé ici, il s'est passé une chose toute simple. Toute simple. Toute simple. Une fois que tu as mis un roi soleil et que les gens autour, donc Baruch Hashem, dans les pays comme le Maroc et dans plein de pays qu'on a eu, à l'époque de Nabucodonosor, on allait chercher des ministres juifs. Ok? Daniel, si vous lisez un peu l'histoire de Daniel, un des ministres de Nabucodonosor, etc., des ministres, parce qu'ils sont honnêtes, ou parce que, etc. Mais au final, si les ministres, ce n'est pas des tzadikim, eh ben, ils vont créer autour d'eux une autre cour. Et une autre cour, et une autre cour, et une autre cour, dans lequel la référence sera plaire à Paro. Et une fois que ta référence, elle est plaire à Paro, plaire à l'Égypte, ressembler aux Égyptiens, etc. Mais quand tu vois tous les Égyptiens courir, mais tu cours avec eux. Mais tu cours avec eux. Pourquoi tu cours avec eux? Parce que tu as peur de te faire mal voir. Si je me chauffe encore, je lance sur la... Je m'arrête. Ok? Hein? Non, ça c'est... Yes? Clair ou pas? Très bien. Et donc, en fin de compte, alors maintenant, on va relire le même passage qu'on a dit tout à l'heure. On va le relire sous un autre angle de vue. Ok? On va regarder maintenant le premier passage qu'on nous a dit. Au Véné Israël, celui de Parashat Shemot.
Et après, à la fin, on va revenir sur Parashat Vayechi. On va avoir une petite différence. Et après, Bezrat Hashem, on aura le temps de rajouter encore un ou deux petits mots. Ok? Et donc, il dit comme ça. Ouvnei Israël, parou. Ils se sont fructifiés. Très bien. On l'a eu aussi dans le Passouk, dans Parashat Vayechi. Parou. Vayirbu. Mais ici, il y a marqué Vayishretsu. Ok? Alors, c'est une lecture qui est un peu énervante. Mais on n'a pas l'habitude. Mais de temps en temps, c'est bien de temps en temps de rappeler. Ok? Vayishretsu. Alors, Vayishretsu, ça vient du langage sheretz en hébreu. Sheretz, fourmier. Cela veut dire, on pourrait éventuellement dire que les bénis Israël ont cherché à fourmiller, c'est-à-dire qu'on utilise un terme animal. C'est-à-dire que les bénis Israël n'étaient plus dans une optique humaine, mais dans une optique animale de devenir grand, puissant et fort. Comme aujourd'hui, vous avez plein de petits chefetons que dès lors qu'ils ont un tout petit peu de pouvoir, eh ben, ils embêtent tout le monde. Eh ben, de la même manière ici. C'est quoi de la même manière ici? Eh ben, en fin de compte, Vayishretsu, Hachem, il a utilisé le terme Vayishretsu, c'est-à-dire, ils étaient partout. Ils cherchaient à aller partout. Ils cherchaient à grandir et à s'installer. Voir ce qu'on pourrait appeler de nos jours l'assimilation. Ok? Vayirbu. Et donc, c'est pour cela qu'on nous dit qu'ils avaient 6 enfants en même temps. C'est que les animaux qui sont ça. Alors, il y a jusqu'à maintenant, il a toujours eu la lecture bien magnifique que c'est la bracha que Dieu l'a donnée. Ça, c'est évident. Là, je rajoute une toute petite lecture qui pourrait aussi nous rappeler de faire attention d'avoir les bons objectifs. Ok? Alors, maintenant, après, Vayirbu, ils sont multipliés. Ok, multipliés, on l'avait déjà dans l'autre passage. Il y a une autre chose. Vayatzmu. C'est quoi Yatzmu? C'est le langage puissance. Ils ont cherché à être puissants. C'est quoi chercher à être puissant? C'est qu'en fin de compte, il y a un moment où, quels sont le degré après la richesse? C'est quoi le degré? Le pouvoir. Au-delà de la richesse, quelqu'un il peut avoir beaucoup de richesse. Pas chercher le pouvoir. Le niveau après la richesse, c'est quoi? C'est le pouvoir. Lorsque maintenant, les gens qui sont très riches, après, ils vont zama donner beaucoup de tzedaka pour avoir plus de richesse. Ça, c'est Rockefeller qui a inventé Charity Business. En Zama, ils font des fonds de tzedaka. Déjà, ils échappent à l'impôt. Après, ils fabriquent des instituts qui vont trouver des choses. Et après, ils vont les breveter eux. Après, ils vont faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, à un niveau, à un moment, on veut avoir pas seulement de la richesse, mais le pouvoir, des politiques, des choses, etc., etc., etc. Et donc là, c'est un autre problème. Parce que tu peux être riche et faire du bien, donner la tzedaka pour que les gens ils puissent grandir. Le pouvoir, c'est que ça doit retourner à une seule personne. Ok? Vayatzmu, bimod, meod. Ils ont cherché beaucoup le pouvoir. Ok. Et après, on va terminer par le dernier pasuk, par la dernière phrase. Vatimalei haaretz otam. Alors, cette phrase-là, dans cette lecture-là, elle fait mal. Pourquoi? Vatimalei haaretz. On peut dire ou la terre elle a été remplie de eux, ou bien la terre les a remplis. C'est quoi la terre les a remplis? C'est que toute ta vie, tu ne recherches que l'application terrienne de ta vie. Pas spirituel. Meilleure voiture, meilleure chose, dernière voiture, bel appartement, le truc, avoir une bonne vacances, ou bien c'est en fin de compte, tes objectifs ne deviennent que des objectifs terrestres. Au bureau. Que des objectifs terrestres. Ok? Et en fin de compte, ces objectifs terrestres-là, en fin de compte, on peut tous tomber dans le panneau. En fin de compte, et là où on voit que Paro, on a eu deux rêves chez Yosef, 2 rêves chez Paro. Les rêves de Yosef, ils étaient au début par les gerbes qu'il était en train de grandir, et après les étoiles. Paro, les 2 rêves, c'était sur du terrestre. Les vaches, les épis. Ok? Donc en fin de compte, Vatimal et Haaretz Otam, c'est la terre qui les a remplis. Il n'y avait plus que la terre et le bien-être matériel qui était devenu la référence absolue, le alpha et le gamma, ou le alpha et le alpha et l'oméga,
de absolument leur vie, être meilleur, avoir ci, avoir ce poste, avoir le truc, etc. etc. Vatimalei haaretzotam. La terre les a remplis, à la différence de l'autre pasouk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? À l'époque des Jvatim, où les Bnei Israël, c'était encore avec Yaakov Avinu, où les Bnei Israël, ils avaient encore la référence, que leur référence c'était Yaakov, c'était Yaakov, c'était un des 3 patriarches, que c'était les 12 Jvatim, que les 12 Jvatim c'était ça, etc., que eux ils ont vécu toutes les galères qu'ils ont vécues, etc. Donc eux ils étaient encore les témoignages, peut-être vraiment de la première enseignement. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vaye achazou ba. Ils se sont installés à Goshen en Égypte. Vaye achazou ba. C'est eux qui ont maîtrisé la terre. C'est eux qui ont maîtrisé l'Égypte. C'est quoi, c'est eux qui ont maîtrisé l'Égypte? Maîtriser veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur qui rattrape, et qui maîtrise la chose. Vaye achazou ba, ils ont attrapé la terre. C'est quoi la terre? La terre, elle ne m'a pas rempli. Je l'utilise aux fins et aux moyens dont j'ai besoin. J'ai besoin d'aller travailler pour pouvoir nourrir ma famille. J'ai besoin de gagner beaucoup d'argent parce que je sais le faire. Et donc, automatiquement, je vais faire de la tzedaka avec. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon job, ce n'est pas les choses qui me maîtrisent, c'est moi qui les maîtrise. Dans le cas contraire, lorsque les gens ils deviennent fous, ils n'arrivent pas à tenir une parole, que la Kadosh Baruch Hu nous aide des gens honnêtes, Bezrat Hashem, quand les gens n'arrivent pas à tenir une parole parce qu'on a de l'argent en jeu, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, c'est l'argent qui m'a fait sauter mes valeurs. L'objectif, c'est quoi? C'est tout le contraire. Parce qu'en fin de compte, c'est moi qui maîtrise mes valeurs et qui maîtrise exactement ce que je veux. Ok? Et donc, en fin de compte, la différence entre le premier pasouk, Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, les Bnei Israël sont installés, Vaye achazouba, ils l'ont maîtrisé. Et après, ce qui a marqué, Vayifru, Vayirbu, ils sont beaucoup multipliés. Mais ils ont réussi à maintenir leur état d'esprit de Ben Israël, de Juifs, de savoir quelle est la référence, etc. Alors maintenant, une des plus grandes preuves à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est quoi? La tribu des Lévi'im. La tribu des Lévi'im n'ont jamais fait de travaux forcés. Jamais. 210 ans, ils n'ont pas fait de travaux forcés. Pourquoi? Ben, c'est simple. Les Lévi'im, ils ont étudié la Torah tout le temps. Ils ont réussi à créer dans leur tribu, ce principe-là, la Torah est la référence, l'étude de la Torah c'est la référence, etc. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas la télévision. Ils n'avaient pas les notifications. Ils n'avaient pas tous ces trucs-là. Donc lorsque maintenant il se passait des trucs en Égypte, je suis très bien moi. Ce qui se passe, que lorsque Yosef, dans sa grandeur, il avait créé un statut, comme ça ramène les écoles privées, un statut, les serviteurs des divinités. Ils ont un statut spécial. Donc, les sorciers, tout ça, ne travaillaient pas. Et donc, comme les Lévi'im, ils ont réussi à avoir ce statut-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Donc, en fin de compte, Paro, il ne pouvait pas les obliger alors qu'ils ne voulaient pas. Donc, eux, quand Paro, il a dit, venons, on va construire la nouvelle Égypte, ils étaient pourquoi eux? Et même s'ils étaient au courant, ça va bien, on va étudier la Torah, nous, on doit payer nos impôts, on doit faire tout bien. Tout, on doit être des citoyens modèles. Mais ça va, pas le temps. Vas-y, répète-moi ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Répète-moi. Mais il y a Paro. Quel Paro? Ton rab, pose la question à ton rab. Le rab va dire, je veux bien la nouvelle Égypte, mais nous, on doit étudier la Torah. Ok? Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tous les gars des Lévi'im, en fin de compte, ils n'ont jamais ils ont jamais travaillé parce qu'ils étaient. Et donc, en fin de compte, pourquoi ils n'ont pas fauté? Et même après, dans le délai, ils n'ont pas fauté. Pourquoi? La référence, qui était la référence pour eux? Comme ils étudiaient la Torah, hein. Donc, en fin de compte, au moment où Paro, il a commencé à vendre son histoire, à mettre des plaquettes partout, peut-être qu'il ne savait même pas lire en français, en égyptien. C'est l'huile de Nigel. Alors, et donc qu'est-ce qui se passe? Et donc en fin de compte, quand Paro les a appelés, il n'y avait plus. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents. Donc comme Paro il a maîtrisé les autres, eux, ils n'ont pas été maîtrisés. Donc automatiquement,
Ils sont pas partis travailler. Donc au moment où Paro il a enlevé sa tenue de travail pour dire maintenant vous allez travailler, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Donc comme ils n'étaient pas là, ils n'ont pas été maîtrisés. Et donc, ils n'ont jamais fauté. Et donc, ils sont tous sortis. Et donc, etc., 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 etc. Ok? Donc en réalité, oui, les raccourcis, on peut les faire. Oui, les raccourcis, on peut les faire. Mais en fin de compte, ça fait partie des choses. Et si vous regardez bien, à part sous Staline, au passage, il marche chez Mauvais Écho, au passage, vous savez que les historiens disent que Staline avait plus de pouvoir que les pharaons. Parce qu'il avait élevé le niveau du culte de la personnalité à un niveau très, 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 très élevé. Et j'ai posé la question à quelqu'un, quand chez Poutine, imaginons que Poutine, il verse beaucoup d'argent aux médias. Vous appelez ça quoi? La corruption. La corruption. Et si en France, on verse beaucoup d'argent aux médias, on appelle ça comment? Du business. Vous avez vu? Sur la même action, à droite, à gauche, elle est appelée différemment. Bon, Staline, il avait réussi à faire ça avec chaque personne, etc. Ok? Mais sinon, dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hégémonie américaine, c'est quoi? On a tous des jeans, on a tous des trucs, on mange du Coca, on mange du McDonald's, on mange du truc, bon, pas pour nous, mais ok? Ouais, iPad, iPhone, là il a c'est job. Alors, ok? Et donc, en fin de compte, toute la question, c'est quoi la différence? Et donc, l'Ebné Israël, quand on est arrivé à se faire attraper par Paro, parce qu'on lui a donné la possibilité de rentrer dans notre cœur, on a éduqué nos enfants dans le kavod qu'on doit donner à Paro, dans le kavod, pas respecter les lois, c'est une chose, je parle le kavod à ce point-là, et ce qui fait qu'au final, quand il claque des doigts, pouf, on y arrive. Alors je voudrais terminer avec un petit mot sympathique, pour vous donner un peu le sourire, parce que là, je vous ai angoissé. Alors, j'ai voulu dire hier, d'où on voit que ne pas respecter les règles, pas les lois, de ne pas respecter les règles, c'est un gage, presque un gage de réussite. Pas les règles, pas les lois, les règles. Pas de règles. Je respecte que les règles que je considère comme émettre. On va dire un truc comme ça, mais pas les règles. Parce qu'on n'est pas influençable quand on respecte. Alors quelque part, quelqu'un, quand je lui dis ça, il m'a dit ouais, mais les lois, il faut respecter des lois légitimes, etc. Bon, je l'ai laissé parler, mais je vous fais en gros. Et bien, en fin de compte, nous avons ici Moshe. On a eu 3 personnages plus qu'importants dans toute cette épopée de l'Égypte et jusqu'à on est rentré en Israël. Moshe, Aaron et Myriam. C'est qui ceux-là? C'est qui ceux-là? C'est les enfants. C'est qui ceux-là? C'est les enfants de Yocheved et Amram. Maintenant, Yocheved, la première fois, alors juste avant, je voudrais rappeler un point qu'on avait déjà vu ici, mais qu'on va revoir, qu'on va sûrement ressortir au moment de la paracha de Béchalach. Alors, ils ont fait une étude que 80% de la population n'ont pas les ressources pour défier un ordre émanant d'une autorité. C'est pas faux. 80% de la population n'ont pas les ressources pour défier les ressources. C'est fort les ressources. J'ai pas de fabrication, de système, de trucs. J'ai pas les ressources. Ok. Si maintenant je veux faire que le iPad il dure une semaine, il n'y a pas les ressources dans le iPad pour qu'il puisse durer une semaine sans batterie. Et il faudrait une batterie de je sais pas quoi. Il n'y a pas les ressources. À l'intérieur de ça, il n'y a pas. Ils n'ont pas les ressources pour défier un ordre émanant d'une autorité. Et au passage, c'est pour ça qu'en vérité, ça veut dire 80%, c'est-à-dire sur 100%, 20% seulement, ils ont les ressources. Et peut-être c'est pour ça qu'en vérité, on n'est sorti qu'à 20%. Pourquoi? Parce que tout le reste, ils considéraient tellement l'Égypte comme la référence, comme l'autorité. Écoutez bien, c'est que malgré tous les miracles,
malgré tous les miracles, ils ont continué à dire, non, mais peut-être l'Égypte, c'est vraiment pas méchant. Ok? Et donc, ils ont préféré. Et à la fin, Hachem a dit, ou vous venez avec moi, ou vous restez. Ceux qui n'ont pas réussi, ils n'avaient pas les ressources, ils n'ont pas réussi à s'extirper la galoute de l'Égypte de leur tête, ben ils sont restés en Égypte. Ok? Et ce qu'il veut dire par là, c'est déjà que nous tous qui sommes des descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte, en fin de compte, c'est d'après les désobéissants qui sont sortis d'Égypte, pas les obéissants. Ok? C'est pour ça qu'en vérité, vous connaissez la blague. Vous connaissez la blague. Comme ça, on raconte qu'une fois Ben Gurion, il était avec le Premier ministre ou le président des États-Unis. Le président des États-Unis, il a reçu une mauvaise nouvelle, comme ça. Le président des États-Unis fait, c'est dur. Il y a Ben Gurion qui vient, il fait comme ça. Ah ouais, je comprends, c'est dur. Ma fonction, elle est dure, et ta fonction, elle est dure. Le président des États-Unis, il dit, qu'est-ce qu'on compare tous les deux? Moi, j'ai 200 millions d'habitants. Toi, tu as à peine 1 million d'habitants. Donc, moi, je fais... Et toi, tu fais... Fais au moins un peu moins long, quoi. Fais pas Zama de même long que moi. Ok? Fais pas Zama avec les mêmes épaules. Ben, arrête. Moi, j'ai 200 millions d'habitants. Hein? 5 millions de chiffres. J'ai 200 millions d'habitants. Il fait, oui, vous avez 200 millions de citoyens. Moi, j'ai 1 million de premiers ministres. Ok? Moi, j'ai 1 million de premiers ministres. Donc, c'est encore plus dur que vous. Ok? C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui c'est qui est sorti d'Égypte? Davka, les désobéissants. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'arrache les cheveux. Il fait, si je fais à droite, ils vont dire, ah, Moshe Rabbeinu, pourquoi il va à droite? Celui-là, pourquoi il va à gauche? Ah, il s'est levé tard ce matin. Ah, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Bon, très bien. En tout cas, c'était les 20% les plus désobéissants. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous avons la mère de Moshe Rabbeinu, qui, elle, peut-être, faisait partie des plus grandes désobéissantes d'Égypte. Parce qu'elle, elle n'a pas osé défier l'Égypte, elle a osé défier un ordre clair émanant de Paro. Paro lui a dit, tu vas tuer tous les enfants qui naissent. Elle lui a inventé, mais non, avant même que j'arrive, il m'appelle, il m'envoie un texto, mais le temps qu'il m'envoie le texto, l'enfant il est déjà né parce qu'elle sait faire toute seule, je peux pas, j'y arrive pas, etc. Ok, elle a embrouillé, mais elle a défié. Alors, bien sûr, il y a plusieurs paramètres, c'était une Lévi. Autre chose, elle a vécu elle-même encore avec Yaakov. Elle a vu Yaakov. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui ont fait qu'elle avait des autres références très puissantes. Mais ça ne change pas qu'elle avait les ressources de les exploiter. Alors maintenant que j'y pense, eh ben, je peux vous dire, on a retrouvé chez Moshe Rabbeinu un peu de cette chutzpah-là. Pourquoi? Dans la paracha de Vaïra, Moshe Rabbeinu, il attend, Hachem lui a dit, il va sortir le peuple juif, il a pour sortir le peuple juif, et à la fin, il va chez Paro, il revient, il y a plus, Paro, il les fait encore plus souffrir. Il vient, vous savez qu'est-ce qu'il fait, paracha de Vaïra? Il vient, il crie à Hachem. Wow, tu m'as dit qu'on allait sortir, tu m'envoies là-bas et tu ne me fais pas sortir. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Hachem, il fait, attends, détends-toi. J'ai pas encore déployé toute ma stratégie, doucement, vas-y, s'il te plaît, tu veux pas y retourner. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu peut-être nous demande d'avoir une vraie dose de désobéissance à l'intérieur de notre esprit. Qu'en fin de compte, cette dose de désobéissance, on doit l'amener à nos enfants, on doit l'expliquer à nos enfants, on doit l'expliquer aux gens. Non, tu ne peux pas exécuter ce qu'on te dit sans. Alors oui, mais le problème c'est que le libre arbitre, il est fabriqué par nos références. Si maintenant ma référence elle est Paro, donc je vais avoir le libre arbitre, Zama, j'écoute ou j'écoute pas. Mais c'est pas vrai, parce que tu t'as même pas remis en cause l'ordre. L'ordre, il n'est même pas passé par toi. Tu as été un exécutant de l'ordre. Et au contraire, tout ce que Hachem nous demande, c'est Dav Kanase Venishma. Il faut que tu t'es engagé à comprendre. Même Hachem, il ne nous demande pas d'être des moutons. Même Hachem ne nous demande pas d'être des moutons. Donc, dans la désobéissance, il y a la réflexion. Oui. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut que l'ordre, il passe par moi. Il faut que moi, je ne sois pas un exécutant. Réflexion, distinction. Voilà. Il faut que l'ordre, j'accepte. Tu as besoin de mon adhésion pour que moi je fasse.
Parce que si maintenant on s'apprend et on apprend à nos enfants, on apprend à notre entourage, l'exécution absolue comme s'il y a un fin, ben en fin de compte, Arod recommence l'histoire d'Égypte. Parce qu'en fin de compte, la capacité pour Paro de maîtriser les Bnei Israël, c'était parce qu'au préalable, il leur a mis des virus, qu'à la fin, on croit que c'est un libre arbitre, mais c'est pas un libre arbitre. C'est juste une exécution des choses. Donc en vérité, la galoute, Paro, il a eu la capacité de faire du mal dans la galoute, parce que justement, il avait au préalable, les Bnei Israël, ils ont considéré que ces métiers, fonctions publiques, le truc, la chose, faut plaire au Dieu Soleil, au Roi Soleil, etc. Et bien en fin de compte, Paro devient la référence. Alors que chez les Lévi'im, la référence c'était le Rav, c'était le Rebbe. Comme il y a marqué au début de la paracha, que Amram, quand il a divorcé de Yocheved au début, ok, ben tout le monde a divorcé de leur femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Myriam qui dit parce que lorsqu'ils ont fait le décret qu'ils vont tuer tous les garçons, ok? Donc qu'est-ce qu'il a dit Amram? À quoi ça me sert maintenant de rester marié? Marié, c'est pour avoir des enfants. Je ne peux pas avoir des enfants dans ces conditions-là. Donc je me retire. Et qu'est-ce qu'elle a dit Myriam à son père? Elle dit mais papa, toi t'es pire que Paro en vérité. Pourquoi? Paro, sa xéra, son décret, il est sur les garçons, mais les filles elles vivent. Donc toi c'est possible que tu aies un garçon ou que tu aies une fille. Mais toi, ton décret, il est absolu. Ni fille ni garçon. Et ni fille, ni garçon. Donc toi, tu vas mener. Et comme maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a surtout marqué? Il y a marqué que tous les autres, ils ont fait comme Amram. Et ils ont divorcé de leur femme. Et quand Amram, il s'est remarié avec Yocheved, tout le monde s'est remarié. Ça veut dire ici, tu vois encore, que la référence pour les Lévi'im, c'était le chef de la génération. La référence pour les Lévi'im, c'était pas l'État, les trucs, tu reçois la cape, tu reçois pas la cape, tu fais trucs qui se font, etc. C'était pas ça la référence. La référence, c'était le Rebbe de la génération. Et donc, en fin de compte, le Rebbe, la Torah, les mitzvot, ce qui a marqué dans le Passouk, qui a marqué dans le... etc. C'était ça la référence. Et qu'en fin de compte, et c'est pour cela, comme chez eux, la référence. Donc, si Amram, il n'est pas parti casser des pierres avec Paro, personne ne va sortir casser des pierres avec Paro. Parce que pour que Paro, il nous appelle, faut qu'il passe devant Amram. Et comme Amram, c'était un tzaddik, donc lui, c'est évident que Paro, il va pas avoir, il a pas. Et au contraire, Paro, il est obligé de se soumettre à ce leader, à ce leader. Et donc, en fin de compte, là, pour pouvoir que la galoute nous maîtrise, il faut que la galoute rentre à l'intérieur de notre cœur. Il faut qu'elle nous remplisse. Mais si la galoute ne nous remplit pas, elle va nous maîtriser. Donc si je ne laisse pas la galoute, la capacité de venir et de me saisir mon cœur, ben, elle va me mener nulle part. Parce que pour me mener quelque part, il faut qu'elle me saisisse. Mais si elle ne me saisit pas, elle va me mener nulle part. Et bien en fin de compte, regarde bien la différence entre le passouk dans Parashat Vayeshev et le passouk qu'il y a dans Parashat Shemot. Dans la Parashat Vayeshev, quand il y avait encore la référence de Yaakov, Kehat, Lévi, Kehat, Amram, et chez les Lévi'im, après plus tard que la référence a toujours été la Torah et les mitzvot. Donc, il y a marqué là-bas, Vayeachazouba. C'est eux qui ont maîtrisé la terre. Ils savaient où investir, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils savaient aller dans la galoute, mais avec parcimonie. Je fais attention, ce que j'ai besoin, je fais, ce que j'ai pas besoin, je fais pas. Et même quand je travaille, je fais attention de ne pas avoir mon cœur dedans. Ma tête, elle doit toujours être vers Akadosh Baruch Hu. Ma tête, elle doit toujours être là. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil du temps, eh ben, les petits-enfants des tribus, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants, eux, il leur fallait une place. Donc, ok, ben, j'ai un copain égyptien à côté de moi, ben, je m'habille comme lui. Ou quand je m'habille comme lui, ou je me ressemble à lui, ou j'ai envie de faire comme lui, ou bien je suis jaloux de lui, ou j'aspire comme lui. Donc, dès lors que le roi soleil, il a réussi à transformer la cour, et que tout tourne, toute la France, toute l'Égypte tourne autour de la cour, et bien en fin de compte, la galoute, elle rentre dans nos cœurs. Et bien en fin de compte, la galoute, elle rentre dans nos cœurs. Dieu vous bénisse, Chazak Baruch.